Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie mon collègue co-rapporteur et souscris à la proposition d'émettre un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Défense au bénéfice des observations que je vais vous faire sur le volet renseignement du programme 144. Les deux services qui bénéficient de ce programme, la Direction générale de la sécurité extérieure et la Direction du renseignement et de la sécurité de défense, relatent la permanence d'un haut niveau de conflictualité, tant par le contexte de durcissement des crises tous azimuts que par la réévaluation du risque de prolifération et par la résurgence des foyers de menaces terroristes. Ces axes d'effort du renseignement confirment les constats déjà établis par le rapport 2024 de la délégation parlementaire au renseignement, dont je suis membre, sous la présidence de notre collègue Cédric Perrin. Il est question des défis du renseignement français face aux leçons du Sahel et de l'Ukraine, face aux stratégies nucléaires agressives, avec un retour d'expérience sur les Jeux olympiques de Paris 2024 et le développement des menaces hybrides. Par menaces hybrides, il faut comprendre que sans aucune déclaration de guerre, chaque citoyen peut être atteint dans son quotidien par des manipulations de l'information ou des attaques cyber qui vont paralyser les services publics et les entreprises. Ce n'est donc pas une notion lointaine et diffuse, mais bien une menace très concrète. Sur le plan intérieur, la DRSD est en charge de la défense des emprises militaires et des entreprises stratégiques de notre industrie de défense. Il faut donc sensibiliser le tissu des TPE, PME et sous-traitants de la BITD afin de les prémunir d'attaques cyber et de menaces hybrides telles que des survols de drones ou des sabotages qui sont déjà observés en Pologne ou dans les États baltes frontaliers de la Biélorussie et de la Russie. Ce contexte explique que les crédits de paiement prévus pour 2026 soient en augmentation de 13% pour s'établir à 569 millions d'euros, répartis entre 549 millions d'euros pour la DGSE et 30 millions d'euros pour la DRSD. Au total, avec les crédits de personnel du programme 212, ce sont près de 1,3 milliard d'euros qui seront consacrés à la DGSE et à la DRSD. Une attention particulière doit être accordée à la fidélisation des personnels civils car ils ne bénéficient pas des mêmes garanties de carrière que les militaires. Cet effort en faveur du renseignement était prévu par la loi de programmation militaire 2024-2025 et la revue nationale stratégique 2025 le confirme. Conserver pour notre pays une autonomie d'appréciation et des garanties de souveraineté décisionnelle est un objectif stratégique. C'est une priorité à l'heure où la stratégie nationale de sécurité américaine ne garantit plus ni le partage de renseignements, ni même une vision commune du monde. La France est maintenant le dernier pays de l'Union européenne à conserver une capacité autonome de renseignement. C'est une exception française qu'il nous faut protéger pour la crédibilité de notre dissuasion et la confiance que nous accordent nos partenaires et alliés. Il faut conclure, chers collègues. Pour conclure, au bénéfice de ces observations, je propose au nom de la Commission l'adoption de ces crédits du programme 144. En cas d'affrontement majeur, les 200 000 militaires ne peuvent seuls défendre le pays. Il faut de la masse combattante, disent les états-majors. À la dégradation du contexte international s'ajoute la démographie et la baisse des naissances. Et cela exige donc de réorganiser notre outil de défense pour nous orienter vers la construction d'une armée hybride, une armée de métier au statut conforté, des réservistes mieux intégrés et une cohésion nationale à renforcer. Mon collègue a rappelé les mesures de soutien aux militaires d'active prises avec l'appui constant, sachez-le, de la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat depuis 4 ans. Je soulignerai quant à moi le renforcement nécessaire du lien armée-nation. Le premier instrument, c'est bien le renforcement de la réserve opérationnelle. La doctrine d'emploi des réservistes a été clarifiée, ils sont désormais mieux intégrés à notre stratégie de défense et de meilleures pratiques de gestion ont été mis en place. La tendance du recrutement est encourageante puisque les objectifs de 2025 ont déjà été dépassés dès le mois d'octobre et les crédits destinés à la masse salariale des réservistes seront fortement revalorisés en 2026 pour atteindre 319 millions d'euros. Pour renforcer la résilience de la société, il faut aussi insuffler un esprit de défense chez les jeunes. L'année 2025 a vu la réforme de la journée défense et citoyenneté qui est devenue plus immersive, plus proche du quotidien des militaires et davantage tournée vers le recrutement potentiel.
Un lien numérique durable sera établi dès la JDC entre le ministère et la jeunesse et permettra, le moment venu, de solliciter les compétences nécessaires à la défense nationale. Face à une menace potentielle, les armées ont besoin du soutien de la nation. Il nous faut rompre avec l'idée que la guerre s'est éloignée et qu'elle ne nous concernerait plus. Nous devons parler aux Français de l'état du monde, des menaces hybrides, des risques dans l'espace et dans le cyber. Il nous faut un grand débat national. Nos militaires vont, dans les prochains mois, entamer un débat avec la société civile. Mais le chemin est étroit entre une mise en garde nécessaire et des propos trop alarmistes. La parole militaire est à manipuler avec beaucoup de précautions. Enfin, le président de la République a proposé au pays le service militaire volontaire. Beaucoup de nos voisins ont tranché la question ou à débattre encore. Le service militaire volontaire nous apparaît souhaitable parce qu'il renforce le lien armée-nation et offre aux jeunes citoyens l'opportunité de s'engager. Mais cette initiative aurait nécessité une étude d'impact préalable afin d'éviter les difficultés qu'a rencontrées le SNU. L'annonce faite sans savoir comment nous allons le financer, ce qui est très désagréable. D'ailleurs, vous estimez cette dépense à 116 millions d'euros, d'après ce que j'ai cru savoir. Donc, ça veut dire qu'il faudra un cadrage budgétaire précis et une articulation claire qui sera absolument nécessaire lors de la préparation de la prochaine loi de programmation militaire. Nous allons donc y travailler, mais cependant, sachez que son financement ne devra en aucun cas peser sur le soutien apporté aux militaires en activité, ni sur l'amélioration des infrastructures des unités d'active. La Commission a quand même donné un avis favorable au programme P212 de la mission Défense. Le budget des armées que nous examinons aujourd'hui met en œuvre la LPM 2024-2030 avec des moyens supplémentaires à hauteur de 6,7 milliards d'euros auxquels devraient progressivement concourir les 16 milliards empruntés par la France au titre du programme européen SAFE. Cette hausse est d'autant plus attendue que la LPM avait été calculée au plus juste. Elle peut apparaître considérable en ces temps de disette budgétaire, mais je rappellerai par exemple que le budget de la défense de notre voisin allemand augmentera de près de 32 milliards d'euros en 2026 pour atteindre 108,2 milliards. Cette disproportion croissante des moyens de chaque côté du Rhin est particulièrement criante concernant l'équipement des forces, alors que les crédits de paiement du programme 146 devraient passer de 18,69 milliards à 22,88 milliards, soit 22,4% d'augmentation. Le budget équipement de l'armée allemande devrait atteindre, quant à lui, 52 milliards d'euros répartis en 29 contrats d'achat d'équipement pour l'année 2026. Pour réduire l'effet de cet écart de moyens, il serait bon de clarifier nos choix et donner ainsi de la visibilité aux acteurs tant industriels que militaires, alors qu'il est évident que nous ne pourrons pas tout faire en même temps. Nous savons que le moteur T-Rex du standard F5 du Rafale, le programme Stratus, le porte-avions nouvelle génération ainsi que le programme de feu de longue portée terrestre FLPT nécessitent des investissements importants qui ne sont pas fléchés dans le projet de loi de finances pour 2026. Par ailleurs, des acquisitions sont prévues, parmi lesquels de nombreux objets structurants, un FDI, 2 Rafale, 2 Saab Globalize suédois, 4 SAMT NG, 350 Serval, ainsi que de nombreux consommables, lots de bombes ASSM, missiles anti-chars, MTO et drones. Mais nous avons encore du mal à comprendre quels moyens sont affectés à quel programme, notamment concernant les crédits de marche et surmarche. Ce souci est partagé par de nombreux industriels auditionnés qui ont été confrontés en début d'année 2025 aux arrêts des paiements et au report de commandes, puis à l'allongement des délais de paiement. Aujourd'hui, beaucoup constatent que le montant des crédits supplémentaires équivaut au montant des reports de charges, ce qui réduit à peu de choses les marges de manœuvre. Dans ces conditions, Madame la Ministre, nous souhaiterions connaître les priorités du gouvernement et il nous semble que la consultation des industriels sur l'actualisation de la LPM s'impose, alors même que les choix qui doivent être faits auront nécessairement des conséquences sur l'organisation de la BITD. Une clarification des contrats permettrait aux industriels de s'engager plus sereinement, alors que certains sont obligés de financer sur leurs fonds propres les développements de nouveaux programmes avec toute l'incertitude que cela représente en l'absence de commandes. Madame la Ministre, une large majorité vous a accordé sa confiance hier à l'Assemblée nationale en apportant son soutien à la stratégie de défense nationale que vous avez présentée. Et si nous avons donné un avis favorable en commission à l'adoption des crédits du P146 et de la mission défense pour 2026, nous considérons que des efforts doivent encore être faits en termes de prévisibilité, de dialogue et de priorisation. Nous espérons que les débats sur l'actualisation de la LPM
permettront d'avancer dans cette direction. D'abord, permettez-moi d'avoir un mot pour les ministres, puisque c'est votre premier débat finalement de mission, puisque l'Assemblée nationale vous a privé du premier temps. Donc c'est ici, et je crois que c'est une bonne maison pour faire ce premier débat. Dire aussi un second mot pour les femmes et les hommes qui composent nos forces armées. D'abord, saluer leur engagement, leur professionnalisme, et je crois que c'est important de le rappeler. Ils protègent nos compatriotes, notre pays, nos valeurs, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Outre-mer, et également sous mandat, bien sûr, tricolore, mais aussi sous mandat de l'ONU, en accord avec l'Union européenne, également dans le cadre de l'OTAN. J'en pense notamment à la question de nos compatriotes en Roumanie. Ce budget 2026 est sans doute le premier d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle parce que nous changeons de monde. Il y a eu le temps, effectivement, des deux blocs, une forme d'équilibre. Il y a eu le temps des dividendes de la paix, puis celui du retour des dividendes de la paix. Je crois que maintenant, il faut le dire, nous sommes clairement dans le temps du retour des empires. Et je crois qu'il faut l'avoir très en tête particulièrement. Puisque dorénavant, la France est seule. Dorénavant, l'Europe est seule. Elles doivent en prendre conscience, elles doivent l'assumer, elles doivent agir, la France et l'Europe, en conséquence, sous peine de sortir de l'histoire. Et c'est tout le défi qui est le nôtre, collectivement, en termes de nation. Parce que l'année 2025 marquera, je l'ai dit, le début d'un cycle particulier. D'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur cette année si particulière. Bien sûr, un nouveau président des États-Unis d'Amérique. Mais n'oublions pas, dès le mois de février, à Munich, les propos d'un vice-président qui appelait non pas finalement à détruire l'Europe, mais à changer les régimes européens, en faisant très clairement d'ailleurs campagne pour des partis nationalistes, qu'ils soient en France, en Allemagne ou en Angleterre. C'est depuis quelques jours effectivement une nouvelle doctrine. Cette doctrine est simple. Il faut réaffirmer un camp occidental dans lequel les États-Unis veulent réintégrer la Russie, et dans ce camp occidental, les États-Unis veulent le dominer de tout point de vue, dont celui civilisationnel. Et donc, il faut se le dire, aujourd'hui, quand j'évoque le fait que la France est seule, l'Europe est seule, c'est d'ores et déjà imaginer potentiellement soit un retrait total, partiel, soit un affaiblissement de la présence des États-Unis d'Amérique dans la question de la défense européenne. Et il faut en assumer financièrement les choses, politiquement. C'est aussi l'année 2025, encore une fois, à saluer le courage du président Zelensky, de ses forces armées et de son peuple, qui sont, je le rappelle, pour la seconde fois, attaqués par Poutine. Pour toutes celles et tous ceux qui s'interrogent sur pourquoi il faut continuer le combat, c'est parce que Vladimir Poutine ne cesse d'attaquer depuis qu'il est président, depuis 1999. Et n'oublions pas aussi, dans ce cadre-là, le chantage des Américains ces derniers mois, en privant d'armes l'Ukraine ou en stoppant les capacités de communication et d'information des Ukrainiens qui n'avaient plus les moyens de voir ce qu'il se passait, notamment face aux attaques de drones ou de missiles. C'est aussi ça la réalité américaine de nos jours. Alors aussi, je tiens à le dire, il est important, Madame la Ministre, que nous revenions aussi sur le débat que nous avons eu il y a quelques mois sur l'accord de défense entre la France et l'Ukraine. Nous l'avons vanté en grande pompe et depuis, plus de nouvelles. Je pense qu'il serait intéressant que nous le remettons en avant. Et effectivement aussi la question des moyens que nous mettons cette année sur le soutien ou non à l'Ukraine, je crois que c'est important. Dire aussi que la Russie finalement sortira, d'après tous les spécialistes, renforcée du combat contre l'Ukraine. Et que finalement la Russie sera toujours proche de nous, toujours en Europe. Et donc nous devons aussi nous poser un certain nombre de questions. Non pas pour pactiser avec Poutine, mais en tout cas comment imaginer notre avenir, puisque comme le dit Napoléon, nous faisons la politique de notre géographie. Je pourrais également évoquer la question chinoise. Et nous le voyons bien, le dernier voyage du président de la République l'a démontré. La Chine refuse d'être remise en question sur son soutien à la Russie. La Chine a aujourd'hui évité impérialiste, on le sait, sur Taïwan, sur l'Indo-Pacifique, là où nous sommes présents, là où nous avons des compatriotes. Et ça, je crois qu'il faut aussi l'avoir en tête. La Chine a fait de la Russie son nouvel allié, voire son nouveau vassal. Je pourrais évoquer d'autres conflits. Permettez-moi de dire quelques mots notamment sur deux puissances nucléaires qui se sont affrontées, l'Inde et le Pakistan. Deux puissances, l'une dont on sait qu'elle est dotée, Israël, face à une autre au seuil d'être dotée, l'Iran. On voit bien tout cela pose des problèmes. Je pourrais évoquer la dronisation, je pourrais évoquer le départ ou la fin du départ de la France sur le continent africain. Je pourrais évoquer bien sûr ce qui se passe au Moyen-Orient avec la guerre à Gaza. Je pourrais évoquer également le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo jusqu'en Bataclan, passant par le Stade de France, ce qui démontre aussi toute la réalité du terrorisme. Je pourrais évoquer également le Mali, le Sahel,
où on voit un terrorisme prospérer. Voilà toutes ces formes de crise auxquelles on peut ajouter bien sûr les risques climatiques. Et on sait bien que l'échec de la dernière COP, c'est aussi demain de nouveaux conflits sur la question climatique. Je pense aussi à la question de l'eau. Voilà la réalité française. Alors il nous reste l'OTAN. Et chacun se satisfait de l'accord de La Haye. Mais il faut qu'on soit honnête entre nous et se dire la vérité. Comment accepter que dans le point 5 de l'accord, il est indiqué que nous devons retirer les barrières sur nos capacités industrielles entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe? Comment, dans le même temps, dire que nous allons développer une industrie européenne de défense? Tout cela, ce sont des questions qu'il faut avoir en tête. Oui à l'OTAN, mais oui à la lucidité. Et puis la question européenne. Oui à des coopérations. Mais bien évidemment, la défense doit rester du domaine des États. Alors, nous avons revu la revue nationale stratégique, justement, nous avons entendu les annonces, mais si je peux me permettre, nous avons aussi, dans ce point de bascule, 4 questions à résoudre. La première, c'est la volonté politique. Je crois que nous l'avons globalement, sauf certains partis, qui d'ailleurs, eux, sont plutôt tendance à regarder du côté de Moscou, de Washington, mais aussi certains médias qui sont aujourd'hui des agents propagateurs. Nous avions, avec le président Delège, fait une commission d'enquête sur les agences étrangères. Il serait temps que nous soyons dotés d'une vraie politique nationale. La question budgétaire, c'est le débat que nous avons devant nous. Alors je sais bien qu'on dit 6,7. L'honnêteté veut dire que nous avons 3,5 qui étaient déjà prévus, et c'est donc 3,2 que nous ajoutons. C'est déjà beaucoup. Mais je crois qu'il est bon que nous disions aussi cela aux Français, c'est comme ça que ça a fonctionné. La volonté industrielle, comment faisons-nous? Et je crois que là, il faut une vraie politique ambitieuse et que ce n'est pas simplement de passer des commandes. Je crois qu'il y a des capacités à imaginer différemment, que ce soit sur la production, qu'il faut avancer. Mais il y a un enjeu majeur, celui qui nous permettra de gagner le défi. C'est celui de la résilience. Et je crois que là, nous avons beaucoup à faire. Comment associer les habitants? Non pas en les affolant, mais en leur disant que oui, nous sommes le camp de la paix. Aujourd'hui, la guerre et la violence, elle est soit à aller chercher au Kremlin, soit à la Maison-Blanche. Et qu'en France, c'est le camp de la paix. Nous sommes le camp de la paix. Mais comme disait Jean Jaurès, quand on veut la paix, encore faut-il être prêt le jour où nous sommes attaqués à pouvoir gagner le combat. Alors, pour ne pas être beaucoup plus long, mes collègues ont beaucoup dit que le budget était en progrès, qu'il y a des choses à ajouter, c'est une bonne chose. Et la question qui nous est posée collectivement, c'est la question de l'architecture de défense. Il nous faut, je crois, l'articuler différemment. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur le service national volontaire, puisque je crois qu'il faut s'interroger à la fois sur son financement, sur sa complémentarité avec les forces professionnelles, avec, bien sûr, les réservistes. Je crois qu'il faut leur permettre d'aller sur des terrains d'opération, notamment, j'imagine, sur la Roumanie ou autre, parce que sinon, ils ne seraient pas des vrais militaires. C'est un sujet que je porte. Mais la question, c'est l'architecture de défense. La France, sa capacité, le rôle de l'OTAN, le rôle de l'Union européenne et notre obligation aussi d'avoir des accords de partenariat avec certains pays du Sud. Ne soyons pas enfermés dans une logique de Occident contre le reste du monde. Je crois que nous ne serions pas vraiment gagnants. Donc, nous souhaitons effectivement que le Parlement soit mieux associé, pas seulement en commission, mais je crois qu'il est important qu'au moins il y ait des groupes qui puissent travailler avec la transparence. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais dire que, bien sûr, mon groupe émettra un avis positif, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons participé très largement à la revue nationale stratégique. Nous avons bonifié la LPM. Donc, cette fois-ci, nous voterons les crédits en espérant bien évidemment que nous ayons un débat ensuite sur comment tout cela peut s'utiliser de façon stratégique